Il a travaillé tout ce temps-là, parce qu'un clandestin, ça travaille et ça se tait. Le second, juste revenu d'Italie, où on l'avait expulsé, et ce sont des histoires d'entêtement pour notre vieux pays. Une loi y peut-elle quelque chose? On lira aussi dans Nord Littoral ce compte-rendu étrange d'une séance au tribunal de Coquelles, où des Albanais clandestins se voient signifier leur expulsion par un aimable juge qui regarde avec indulgence des justiciables capricieux. Je cite Nord Littoral. Le retenu marmonne, puisque c'est comme ça, il évitera de tenter le passage par la France vers l'Angleterre la prochaine fois. Il a raison, il faut voir du pays, sourit le président, l'interprète. Il dit qu'il essayera de partir directement d'Albanie pour la Grande-Bretagne. C'est un sacré saut de puce, note le président. Mais voilà, poursuit le journal, le dernier dossier d'Albanais. Il dit que ça serait bien s'il pouvait rentrer mercredi, et le président lève les yeux au ciel. Nous levons les yeux au ciel. Sommes-nous un pays bon enfant? Mais avons-nous le droit à la bonne conscience? Street Press raconte, je cite, la plus grande prison pour migrants de France, le centre de rétention du Mesnil-Amelot en Seine-et-Marne, où le journal a retrouvé 27 plaintes, 27, déposées par des migrants l'an dernier qui se disent insultés ou violentés par des policiers. Extrait, je cite Street Press, un policier a commencé à me frapper très fort, surtout au visage. Un policier a utilisé un taser sur moi, je suis tombé à terre inconscient. Les policiers m'ont emmené hors de la salle de visite, l'un d'eux m'a mis des coups de poing à la tête et à l'abdomen et m'a cogné la tête contre le mur. Sans un mot, la femme m'a fait une clé de bras très douloureuse et m'a attrapé par le cou. Ça, c'est le témoignage d'une migrante qui était en retard au petit déjeuner. Le procureur de la République de Meaux, contacté par Street Press, indique que la plupart des plaintes ont été classées sans suite parce que les violences alléguées sont commises dans le cadre d'une intervention justifiée, évidemment justifiée. La coupe de France, pour finir, Claude. Et pour se consoler avec, on le sait, une demi-finale qui à Nantes va opposer deux petits clubs de national, les Herbiers et Chambly, et nos journaux, Le Courrier, Picard, Presse Océan et tous les autres débordent d'un supporterisme bon enfant. Mais la plus belle de toutes ces histoires est dans L'Équipe, qui raconte deux petits garçons qui ont grandi ensemble à Lyon, 5e arrondissement. Samuel Umtiti et Sébastien Flochon faisaient leurs devoirs ensemble et ensemble rêvaient de devenir footballeurs professionnels. Umtiti a réussi, star à Barcelone. Flochon a pris du retard à l'allumage et en 2016 se retrouvait chômeur et dans l'embarras, passant une semaine de vacances chez son copain Samuel qui lui remontait le moral. Tu seras toujours mon ami. Alors il a repris l'entraînement. Il est aujourd'hui le capitaine des Herbiers. Parfois, la vie redonne une chance, même si c'est pas le Barça. Et c'est à lire dans L'Équipe. Merci Claude Askolovitch pour la revue de presse. Tout de suite l'édito média, Dorothée Barbare. Dorothée, le droit à l'image des sportifs va-t-il bientôt rapporter gros aux clubs? Les dirigeants de clubs de foot, en tout cas, trépignent d'impatience. Oui, tout comme le patron de la Ligue de foot professionnelle qui s'est encore agacé il y a quelques jours. Il n'en peut plus d'attendre les décrets d'application de la loi Braillard. Une loi votée à la toute fin du quinquennat Hollande, mais qui n'est toujours pas appliquée, faute de décret. Thierry Braillard, on s'en souvient bien sûr, était secrétaire d'État au sport sous François Hollande. Sa loi était un joyeux fourre-tout qui concernait de nombreux aspects de la vie sportive, mais le chapitre qui nous intéresse porte sur le droit à l'image. Celui-là même qu'Antoine Griezmann vend à prix d'or quand il devient l'ambassadeur d'un shampoing. Je cherche un shampoing qui lave bien, qui laisse une bonne odeur après le séchage et ensuite qui évite les démangeaisons. Et voilà, pour moi, je pense que c'est le plus important. Il est convaincu en tout cas. Grisou, comme le surnomme ses fans, a négocié là directement avec la marque. Mais il peut arriver que l'image ou le nom d'un sportif soit exploité par le club dans lequel il joue, sur une écharpe, sur un maillot, sur une campagne de pub. Alors dans ce cas-là, comment payer le joueur? La loi Braillard autorise les clubs à séparer sa rémunération en deux parties. D'un côté, le salaire, de l'autre, une redevance au titre du droit à l'image. Et l'avantage, c'est que le droit à l'image, ça coûte beaucoup moins cher en taxes patronales. Les clubs pourront ainsi faire des économies en charge, soit mieux payer leurs joueurs. Et elles disent en avoir besoin pour être compétitifs face aux mastodontes anglais, allemands, espagnols, ainsi pour attirer les grands joueurs. On comprend soudain pourquoi le gouvernement temporise en laissant traîner les décrets d'application. Cette loi offre un coup de pouce aux clubs de foot, ni plus ni moins. Elle va priver les caisses publiques de centaines de milliers d'euros de cotisations sociales. Alors les défenseurs de cette mesure ont bien des arguments. En attirant les joueurs vedettes en France, on génère plus de recettes fiscales en France, donc l'État s'y retrouvera. Oui, sauf que ça, c'est impossible à prouver à l'avance. Autre argument, cette partie variable de la rémunération permettra de sanctionner financièrement un joueur dont le comportement porterait atteinte à l'image de son club. L'idée est bien d'inventer une autre relation entre le joueur et son employeur et de reconnaître la plus importante de l'image dans cette relation de
travail. Mais il est à craindre que la loi, même si elle finit par être appliquée, ne concernera pas les tout petits clubs comme, tenez au hasard, les Herbiers et Chambly qui s'affrontent ce soir en finale de la Coupe de France. Merci Dorothée, on vous retrouve tout à l'heure 9h40 pour l'Instant M. Quel est le programme? Jeunesse à vendre, un documentaire saisissant sur la prostitution des mineurs, c'est demain sur France 5. À tout à l'heure, on passe à la politique avec les bobinots de Yael Gauze. Chaque matin, une archive qui éclaire les débats du jour. Qu'est-ce que vous nous faites écouter aujourd'hui? Une voix, la voix de Philippe Séguin, le Vosgien, qui fut député maire d'Épinal pendant 14 ans, justement. Épinal, ville symbole, c'est la ville qu'a choisi Emmanuel Macron pour faire étape ce soir et lancer ses consultations citoyennes avant les européennes. Épinal, 17 septembre 92, une chorale, celle des militants RPR. Si tu savais ton traité où on se le met. Voilà, on est en plein meeting, on est un jeudi soir, FR3 est là, c'est le dernier meeting de Philippe Séguin avant le référendum qui aura lieu le dimanche. Cette consultation, il l'avait réclamée et obtenue de Mitterrand. Épinal, pour conclure un marathon express de 40 villes. Nous avons été traités de démolisseurs, de fossoyeurs, de criminels, de vichistes, de munichois. Vichy, Munich, nous avons échappé à Montoire, on se demande bien pourquoi. Toute l'ironie de Philippe Séguin. En fin de campagne, les sondages sont serrés, mais le noniste Séguin a un handicap sérieux. Il ne fait pas le plein sur sa ligne au RPR. Le dimanche 20 septembre 92, le coup près tombe. À Épinal, c'est gagné. Le non arrive avec 54%, mais à l'échelle de la France, c'est le oui. Philippe Séguin, perdant mais pas vaincu. Le traité de Maastricht sort en charpie du débat et du scrutin référendaire français. Vous avez entendu Maastricht, c'est comme ça qu'il disait pas Maastricht. Plus tard, on lui reprochera d'avoir été trop déférent envers François Mitterrand, avec qui il avait ferraillé en duel à la télé. C'était à la Sorbonne, un grand moment de télé, 3 semaines avant le scrutin. Et pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht. Je pense que c'est votre cas. C'est probablement mon cas, oui. Non, probablement seulement. Plus que probablement. Il serait été révérencieux vis-à-vis de vous de conclure trop tôt. Vous vous souvenez de ce moment de télé, c'était un grand moment. Séguin qui avait vu de près la maladie de Mitterrand soignée pour son cancer juste avant d'être sur ce plateau de la Sorbonne. Et cette image l'avait profondément marqué et avait fortement influé sur le ton très policé qu'avait eu Philippe Séguin lors de ce débat. Ça s'est peut-être joué là, en tout cas on lui a reproché après. Merci Yael Gauze. Écoutez bien Alex Vizorek, il a des leçons de journalisme à vous donner. Plutôt des analyses, chers tous. Non, ce matin je voulais revenir sur un article qui m'a profondément choqué, dont je vous lis le titre. Ouvrez les guillemets, un journaliste tente d'imiter Ronaldo et finit à l'hôpital. Fermez les guillemets. Oui, le vrai courage journalistique ne se situe pas toujours à Damas ou à Mogadiscio. Alors, je vous explique, pour ceux qui n'auraient pas vu, le buteur portugais Ronaldo a réalisé la semaine dernière un exceptionnel ciseau retourné pour marquer un but face à la Juventus. Et quelques jours plus tard, un journaliste argentin au physique plus proche de celui de Marc Fauvel au sortir d'un week-end pascal que de celui de l'avant-centre lusitanien, concentrez-vous. Il s'est dit que ce serait une bonne idée de faire la même chose habillé en costume dans son jardin. Alors j'ai regardé la vidéo et au moment où il retombe sur sa cheville, oh là là là, on se met tous à sa place. C'est bien simple, je n'avais plus autant serré les dents de douleur devant mon écran d'ordinateur depuis la vidéo. Mais où ai-je bien pu laisser ma Rolex tourner à la fistinière? Ouh là 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 là, on se met tous à sa place. Revenons au sujet. Il n'est pas question de juger de la souplesse des journalistes sportifs, sur laquelle on a fait une croix depuis que Pierre Ménez a essayé de lever le pied droit. Cette histoire pose une vraie question ce matin. Un journaliste doit-il lui-même être bon dans le sujet qu'il traite? Alors prenons le cinéma, dont les plus brillants représentants sur cette antenne sont Laurent Delmas et Christine Masson, les Stone et Chardin du 7e art. Ces gens-là ont un avis extrêmement sûr sur l'éclairage des plans séquences chez Fassbinder, qui naîtrait de la symbiose du néo-expressionnisme allemand et de l'influence de Dreyer. Moi, j'ai vu les films de vacances de ces deux Gugus. La narration est nulle, les acteurs sont mal dirigés. Je vais vous dire, je sais même pas comment ils se permettent encore de juger Fabien Antoniente après s'être filmé au camping. Et je dis tout ça sous le regard approbateur de Léa Salamé, qui, du temps où, dans les émissions de Monsieur Ruquier, elle faisait le difficile métier de Christine Angot en décolleté, quand elle disait à Kenji Girac « J'ai un bémol sur votre album »,
elle qui face à un clavier serait bien incapable de trouver le bémol. Notez que Kenji Girac non plus, c'est pas la question. Mais sortons de la culture et prenons la politique. Et comparons avec notre ami argentin qui singe Ronaldo. Qui imagine un journaliste politique imiter une belle action d'un dirigeant politique? Bon alors, en même temps, je serais malhonnête de cacher à l'auditeur les raisons de l'absence de Nicolas Demorand cette semaine. Il a tenté d'imiter la dernière soirée de Jean-Vincent Placé. Je ne sais pas si on va le revoir bientôt. Alors, certains s'y sont essayés à franchir ce Rubicon. Laurence Haïm, elle avait brillamment suivi et commenté la présidence de Barack Obama. Elle n'a pas été capable d'aider Emmanuel Macron, ce qui est l'équivalent pour un journaliste gastronomique de juger la cuisine de Guy Savoy sans être capable d'améliorer les recettes de William Saurin. En conclusion, on peut donc dire que c'est pas une bonne idée pour un journaliste de vouloir trop s'impliquer dans les sujets qu'il commente. Si Bernard de la Villardière avait fait ça, il sortirait aujourd'hui de 7 overdoses et d'une douzaine de MST. Mais en même temps, pour développer un brin d'empathie qui fait un bon journaliste, se plonger un petit peu dans la réalité de ce qu'on décrit est pas inintéressant. Je pense qu'il serait pas inutile de mettre dans une même embarcation de fortune au milieu de la Méditerranée Éric Brunet, Pascal Praud et Éric Zemmour, histoire qu'ils tentent d'imiter des réfugiés syriens. Il n'est pas exclu que ça affine leurs analyses sur l'immigration. Quant à ce journaliste cascadeur de Buenos Aires, je lui propose la prochaine fois qu'il souhaite imiter un footballeur de talent de choisir Hatem Ben Arfa et donc de regarder tranquillement le match depuis les tribunes. Merci Alex Vizorek. Dans 30 secondes, le journal, il sera 9h. C'est souvent quand nous sommes persuadés de connaître quelque chose que nous passons à côté. Gamme Audi A3. Vous pensiez la connaître? Venez la découvrir. Audi A3 Sportback, Audi A3 Berline, Audi A3 Cabriolet et Audi S3. Découvrez la gamme Audi A3 comme vous ne l'avez jamais vue. À partir de 299 € par mois sans apport, avec entretien et extension de garantie offerte. Offre en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km pour une Audi A3 Sportback. Réservé aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr. 9h passées d'1 minute sur France Inter. Les dernières informations, Agnès Soubiran. Et 18 personnes interpellées à Toulouse lors d'une deuxième nuit d'échauffourée dans le quartier du Mirail. Une vingtaine de voitures ont été incendiées, des poubelles brûlées. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de pierre avant de répliquer en lançant des tirs de grenades lacrymogènes. Le quartier a même été bouclé. Les violences ont débuté dans la nuit de dimanche à lundi après des rumeurs concernant la mort d'un jeune homme découvert pendu dans sa cellule de la prison de Seyss. Pas de cours à l'université de Rennes 2 jusqu'à la fin du mois. Blocage voté hier soir à l'issue d'une assemblée générale de 5 heures à laquelle plus de 4000 personnes ont participé. Un blocage jugé nécessaire par Camille qui suit des études à Sciences Po est venu hier apporter son soutien aux étudiants de Rennes 2. Aujourd'hui, si on veut faire pression sur le gouvernement, on n'a pas d'autres moyens en fait. Et personne n'aura pas passé d'examen. Enfin, voilà, évidemment, reporter des examens, ça peut être effectivement embêtant pour certaines personnes, certes, mais c'est des cas particuliers. Nous, on lutte pour une cause commune, pour l'intérêt général des étudiants, des futurs étudiants. Aujourd'hui, c'est les lycéens aussi qui sont concernés, et je pense que cette cause-là est beaucoup plus importante que de savoir si on va avoir des examens là dans 15 jours, alors qu'on peut les repasser très facilement dans quelques semaines. Pas d'examen, pas de cours. Sophia, étudiante en langue, estime qu'elle est prise en otage. Elle était aussi à l'Assemblée générale hier soir. On peut rien faire, on a juste à attendre. Ils prennent tout le monde en otage, là. C'est juste fatigant en fait. On peut rien faire. De toute manière, ils font rentrer tellement de monde de l'extérieur que c'est impossible d'être majoritaire. Tout à l'heure, il y a même des étudiants qui étaient à l'AG de Rennes 1, des leurs en fait, des bloqueurs, qui sont venus. Ils sont arrivés en grande escorte là, et voilà. Ça devient très fatigant. Un débat avec des personnes du ministère, prendre des rendez-vous avec eux, c'est mieux que de venir prendre en otage et bloquer des facs. Et en plus, les dégrader. Parce que là, le bâtiment B à l'intérieur, c'est dégradé. C'est inadmissible. Ça devient un peu un endroit de non-droit. Témoignage recueilli par Céline Guettaz. Alors à Nanterre, une assemblée générale doit décider dans la matinée de la suite à donner au mouvement. Et à Montpellier, la justice examine ce matin le référé concernant l'évacuation du campus. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 4 universités sont aujourd'hui bloquées. La grève reprend ce soir à la SNCF, séquence 4 de la grève perlée. On connaîtra à 17h les prévisions de trafic pour demain. Mais les syndicats appellent à amplifier la mobilisation. Des syndicats très remontés après l'annonce hier d'un projet de filialisation du fret ferroviaire. Quant
à la réforme de la SNCF contre laquelle se battent les cheminots. Elle doit être votée aujourd'hui à l'Assemblée. L'Assemblée où a débuté hier l'examen du projet de loi Asile-Immigration. Grève également aujourd'hui et demain à Air France. 70% des vols maintenus pour ce mardi, malgré les dernières propositions de la direction. 2% de hausse des salaires tout de suite, puis 5% sur 3 ans, allant ainsi plus loin que les revendications syndicales de 6% tout de suite. Proposition valable jusqu'à vendredi midi, mais pour l'heure refusée par les syndicats.